Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi, on va aller voir ça aujourd'hui, édition stablecoin, on va voir quasiment que des choses à faire avec des stablecoins, même s'il y a toujours 2-3 petits trucs par-ci par-là que je vais aborder en passant certains protocoles, mais voilà, l'essentiel ça va être du stablecoin, et on va commencer par un protocole assez populaire, mais il faut quand même prendre les choses avec des pincettes, c'est Hyperbit. Alors j'en entends beaucoup parler, là depuis 2-3 jours, le rendement il est zinzin, il est croustillant sur Hyperbit, regardez-moi ça, 31% APY, plus tout un tas de points à la con. Alors je me souviens, Hyperbit, c'est le protocole qui avait atteint le nombre record de points différents distribués. Leur vault, pendant un moment, il donnait une dizaine de types de points différents. Parfois ça peut rapporter un petit quelque chose, mais ça peut arriver de déposer 500 $, 1000 $, 2000 $ sur ce genre de vault, de récupérer des points et que les points au final ne valent que dalle. Vraiment que dalle, hein. Je dis pas genre ça vaut 2 centimes, j'arrondis ça à rien. Non, non, vraiment aucun airdrop. Les points, c'est bien que ce soit pas pris en compte dans l'APY, là le rendement n'exprime pas les points, mais je vois des gens mettre ça comme un argument. Non, en général les vaults qui vont vous donner 10 types de points différents, c'est pas terrible, enfin les points sont pas terribles, là le rendement pour le coup il est croustillant, il est sympathique, il y a quand même un petit bémol, c'est la période de retrait qui s'est baissée, c'était une semaine pendant un moment, là a priori c'est passé à 2 jours, donc si vous déposez des liquidités, vous avez deux manières de retirer, soit tout de suite avec un frais, je sais pas combien ils prennent de frais, soit vous attendez 2 jours et vous avez aucun frais sur votre retrait, donc voilà, sachez quand même ça avant de déposer sur le protocole, c'est pas instantané. Et autre chose, là le rendement 31%, ça donne envie d'aller dessus, mais à tous les coups, si vous déposez sur le protocole, là maintenant tout de suite, au moment où j'enregistre la vidéo, je sais que le protocole ne génère pas 31% actuellement. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que c'est une moyenne en fait sur les 3 derniers jours, et dans les stratégies qui sont pris en compte, que dans les stratégies qui sont implémentées par ce vault, en fait on a du delta neutre sur le token de Pump.Fun, parce qu'on peut le faire très facilement sur Hyperliquid, justement je comptais en parler un petit peu après, et ça a très bien payé au tout début parce que les fundings étaient très élevés sur le token de Pump, donc forcément même en étant alloué sur ce vault qui a 10% sur cette stratégie, ça a eu un impact assez fort sur le rendement, mais ça s'est tassé déjà les fundings, et le temps que, comme c'est une moyenne de 3 jours, cette APY, le temps que ça se tasse sur 3 jours, et là au moment où vous déposez, le rendement il est déjà inférieur à ce que vous voyez sur le site, donc c'est une moyenne de 3 jours, c'est bien, mais là maintenant tout de suite je suis persuadé que le rendement il est plus autour de 15%, quelque chose comme ça, ce qui encore une fois est plutôt bon. J'ai déjà abordé ce vault dans une ou deux précédentes vidéos, alors que le rendement était plus faible que ça, et je trouvais que c'était déjà sympa. Et il y avait même une semaine d'attente pour retirer. Donc Hyperbit c'est pas un mauvais protocole, mais je trouve juste que dans la sphère francophone c'est ultra surcoté, et bon j'étale souvent mon avis sur la question, mais l'écosystème Hyperliquid je le trouve un peu surcoté. Il y a des choses sympas, faut prendre le bon sur chaque écosystème, mais faut pas trop en faire non plus. Là le délire des points et compagnie sur Hyperbit, honnêtement ça fera très peu de différence à mon humble avis sur le yield. Peut-être que je me plante, peut-être à la limite, allez, que les points Hyperbit pourrait valoir quelque chose, mais les points partenaires, là, je suis vraiment pas sûr. Ensuite, on enchaîne du coup sur Hyperliquid, donc le protocole de perpétuel, pour parler un petit peu de la stratégie en delta neutre sur Pump, parce que elle est faisable hyper facilement, sans sortir en plus, juste en restant sur Hyperliquid, parce que le token Pump, il est listé nativement, on va dire, sur l'écosystème HyperEVM, donc on peut le retrouver en spot sur Hyperliquid ainsi qu'en perpétuel, donc en fait on peut shorter Hyperliquid, admettons qu'on ait 2000 $ sur son compte Hyperliquid, on met 1000 $ sur les perpétuels, 1000 $ en spot, en effet de levier x1, on se met 1000 $ short sur le token Pump, ensuite on va dans le marché spot, on achète 1000 $ de token Pump, et ça s'équilibre. Alors évidemment si vous faites des achats au marché pour ouvrir vos positions, vous n'aurez pas exactement le même point d'entrée, ou en tout cas il y a très peu de chances, il y a aussi des petits frais quand vous allez ouvrir vos positions, les frais sont un peu plus élevés en plus quand on ouvre au marché, donc dites-vous que cette stratégie ne sera pas rentable les quelques premiers jours, histoire de couvrir les frais, et surtout selon la volatilité du token Pump, peut-être que votre stratégie ne va pas être rentable du tout, parce que si je viens faire un short sur Pump pour faire mon delta neutre, je vais me faire liquider autour de 8 centimes, et comme je vous l'ai dit, il y a un délai quand même de 2-3 jours avec les fundings actuels pour que votre stratégie rembourse les frais
pour placer les ordres, pour placer votre position. Sauf que si en 2-3 jours le token pump il atteint votre prix de liquidation sur le short, eh ben vous n'avez pas encore gagné, vous n'avez pas encore eu le temps de faire des intérêts. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Le delta neutre, c'est sympathique comme stratégie, mais attention, il y a toujours des cas de figure où ça peut se jouer un petit peu contre vous, on va dire. Il y a aussi les problèmes de liquidité. Si jamais il n'y a pas beaucoup de liquidité, vous pouvez vous faire liquider ou quoi que ce soit sans même que le token atteigne forcément un certain prix, parce que s'il n'y a pas assez de liquidité, ça peut plus bouger sur un exchange. Pour Hyperliquid, il n'y a pas trop ce problème-là. Hyperliquid a quand même une bonne réputation et factuellement, il y a des liquidités, donc ils tiennent bien leur nom, c'est nickel de ce côté-là. Mais voilà, soyez quand même prudents sur les stratégies en delta neutre. Il y a des petits frais, certes, c'est pas ultra impactant, mais sur des tokens qui sont récents, qui peuvent être volatiles, c'est quand même à prendre en compte. Je suis pas ultra bullish sur Pump, et c'est quand même un token qui est valorisé, actuellement il doit être toujours valorisé à plus de 4 milliards de dollars, donc bon, c'est pas non plus le genre de token qui va faire des x10 ou même des divisés par 10 du jour au lendemain, mais quand même, ça peut être un peu plus risqué de se lancer sur un token qui est récent, sur lequel il y a un petit peu d'effervescence, plutôt que des gros tokens du style Ether, Bitcoin. Eux, c'est quand même très peu probable qu'ils fassent des x2 du jour au lendemain. Alors que Pump, bon, c'est pas improbable, mais c'est pas non plus si probable. On est d'accord. La balance, elle est un petit peu mitigée. Bon, désolé. J'espère que c'était pas trop chiant de vous donner tous les détails un petit peu autour de ça, mais pour vous dire que c'est pas si magique. Un autre protocole qui fait aussi du delta neutre sur Hyperliquid, c'est Liminal. Ça, j'en entends beaucoup parler. Liminal, d'ailleurs, ils ont des stratégies sur certains tokens. On peut s'exposer à une stratégie delta neutre automatisée sur un token en particulier, et on peut choisir par exemple de s'exposer à la stratégie delta neutre sur Pump. Alors actuellement il n'y a pas l'air d'y avoir de liquidité disponible, ouais, le vault il est rempli à 100% de sa capacité, mais bon, admettons qu'il y avait un petit peu d'espace, qu'il y a un petit peu de liberté, là on voit quand même que l'APY il est de 75%. Mais si je reviens sur Hyperliquid, les funding actuellement au même moment quand j'enregistre ma vidéo c'est 36%. Donc pour calculer le rendement d'un delta neutre sans prendre trop de risques, sans venir abuser sur l'effet de levier, en restant sur un effet de levier x1 du coup, en fait il faut prendre le rendement des funding et le diviser par 2. Donc là actuellement le delta neutre rapporte 18% sur Pump. Donc comment ça se fait que sur Liminal il y a 75%? Est-ce qu'ils viennent faire de l'effet de levier ou quoi que ce soit? Pas forcément, d'ailleurs non, en fait pas du tout, on le voit qu'ils sont en effet de levier x1, donc non, ils viennent pas faire d'effet de levier. Pourquoi du coup il y a 75% ici? Eh ben pareil, c'est comme sur Hyperbit, c'est une moyenne, ici c'est même une moyenne sur 30 jours. Alors sur un truc comme Hyperliquid, le token Hype directement, c'est plutôt bien d'avoir cette moyenne sur 30 jours, ça permet d'avoir une idée de comment le rendement évolue. Bon, ça aurait été bien aussi de le retrouver éventuellement sur une semaine et sur 24 heures. Il y a certains protocoles qui font ça, on le retrouve aussi beaucoup sur DeFi Lama, de voir les données en 24 heures, en 7 jours et en 1 mois, même sur CoinGecko. Et ben ce serait bien aussi pour ce genre de stratégie, parce que du coup c'est très trompeur pour Pump, parce que le token Pump il n'existe pas depuis 30 jours, et au tout début les funding étaient très élevés parce qu'il y avait beaucoup de volatilité sur le token, mais ça s'est déjà tassé. Le rendement est pas non plus mauvais actuellement, hein, 18% sur une stratégie qui techniquement est qu'avec du stablecoin, ça se prend, mais c'est pas 75%. Là, si vous déposez, admettons qu'il y ait des liquidités, que ça soit libéré sur Liminal, vous dites, ouais super, je vais déposer des stablecoins, 75% d'intérêt. Non, comme c'est une moyenne sur 30 jours, actuellement, là on n'est pas à 75% d'intérêt. Ça peut toujours remonter. Si jamais le token Pump s'apprécie, probablement que les funding vont peut-être repartir à la hausse, mais c'est quand même à surveiller, ce genre d'indicateur. Pour ceux qui ont déjà vu, par exemple, ma vidéo sur le delta neutre sur la chaîne principale, ou qui sont à l'aise de leur côté avec les stratégies en delta neutre, le mieux c'est toujours de le faire soi-même. Vous n'allez pas passer par un intermédiaire. Hyperbit, le problème c'est qu'ils vont faire ça sur plusieurs tokens. Si vous faites ça que sur un seul token, sur 2-3 tokens que vous choisissez vous-même, peut-être que vous pouvez avoir quelque chose de plus sympathique, de quelque chose qui vous correspond mieux. Donc c'est toujours l'avantage et le problème en fait de laisser un protocole faire une stratégie à votre place, c'est que ça va pas forcément être exactement comme vous le voulez. Peut y avoir certains avantages supplémentaires, on peut jouer les airdrops de ces protocoles. Est-ce que ça vaut plus le coup du coup de passer sur Liminal et Hyperbit pour faire cette stratégie en delta neutre parce qu'on peut avoir des petits bonus supplémentaires? Je sais pas trop. Moi j'aime bien faire les stratégies delta neutre moi-même, donc si je voulais m'exposer à ça,
sur le token pump, je le ferai moi-même, en connaissant les risques évidemment, mais bon, ces alternatives sont quand même plutôt pas mal pour ceux qui sont pas super à l'aise avec ce genre de stratégie. Mais bon, si vous essayez jamais de mettre le pied à l'étrier, je le dis souvent, bah vous allez jamais avoir le courage, jamais réussir quoi que ce soit. Donc c'est bien de temps en temps d'essayer de sortir un petit peu de ces tranchées, comme on dit. On enchaîne avec un autre écosystème, autre type de protocole et de stratégie. On va parler un petit peu de Nemo. Nemo, c'est le Pendle de la blockchain Sui. Alors le petit souci de ce protocole, on va tout de suite aborder le négatif, c'est qu'il n'y a pas énormément de liquidité. Ça reste quand même suffisant pour des portefeuilles modestes et même des portefeuilles qui commencent à être plus croustillants. J'aime bien l'expression, même si ça veut un peu rien dire. Vous comprenez quand même ce que je veux dire en disant croustillant. C'est des intérêts croustillants, c'est des intérêts sympathiques. Bref, je m'éloigne. Donc sur Nemo, on a des pools de liquidité. C'est ça qui est intéressant du côté de Nemo parce que c'est là qu'il y a des intérêts bonus. Souvent sur Pendle, je vais regarder les principales tokens, donc là on a du rendement fixe. Ici c'est pas hyper intéressant. Ici ce qui est vraiment sympathique c'est les pools de liquidité. Donc si je prends l'exemple de la pool avec l'USDC, on va être sur le marché qui est exposé au protocole Scallop. Donc ça fonctionne toujours comme ça sur les Pendle et les forks de Pendle. On a un marché où on va retrouver un actif et un protocole pour le faire travailler. Donc forcément si je viens m'exposer au marché sur l'USDC, certes je vais faire du rendement sur l'USDC, mais je vais être exposé à deux protocoles, Nemo et Scallop. Bon, en l'occurrence, c'est pas les protocoles les plus risqués, je trouve, sur l'écosystème Sui, mais quand même, c'est bien de le rappeler, il n'y a jamais de risque zéro sur la DeFi. En tout cas, 20% d'intérêt sur des stablecoins, c'est sympathique. Dans ces intérêts, on a 5% de rendement pur, en quelque sorte, de rendement qui est généré par le collatéral, par l'USDC. On a 15% d'intérêt bonus, une petite partie en token Scallop et une bonne partie en token Sui, et cerise sur le gâteau, en plus de ces 20% d'intérêt, on a aussi les points du protocole Nemo. Ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que si on considère ça comme un rendement, peut-être que c'est comme avoir 1% de rendement supplémentaire, peut-être que c'est 10, peut-être que c'est 50, j'en sais rien. Le token n'existe pas encore, je peux pas le deviner, peut-être que le token n'existera jamais, ça arrive aussi parfois sur les airdrops, des fois on farme des points et il y a rien au final. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, 20% de rendement, ça se prend, même sans les points, c'est sympathique, c'est plus qu'honnête. On a aussi l'USDT en dessous, à 26%, parce qu'il y a un petit peu moins de TVL, c'est pas mal. Le token Sui éventuellement à 24%, mais pour ma part j'ai pas de token Sui dans mon portefeuille, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi pour du token Sui. On a aussi une pool sur Ethereum, sur le token Walrus, voilà. Jetez un œil du côté de Nemo. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de liquidité, faites attention quand même à la TVL. Si vous descendez, vous voyez que la TVL descend très très vite aussi. Là on est déjà sur des marchés à moins de 10 000 $. C'est pas foufou. Bon, de toute façon, c'est pas ici qu'on va retrouver des intérêts bonus, qu'on va retrouver des trucs très croustillants à faire. C'est vraiment sur les pools principales où il y a le plus de TVL. Ensuite, toujours du côté de Sui, on a Momentum éventuellement. Je le passe vite fait parce que c'est pas une science exacte en fait, Momentum. Comme c'est des pools de liquidité concentrés, dans certains cas de figure, on peut avoir des intérêts qui sont très sympathiques. On peut avoir limite des rendements à 3 chiffres sur certaines pools de liquidité. Dans certains cas de figure, on peut même perdre des sous. Dans certains cas de figure, on peut aussi se retrouver avec des liquidités qui travaillent à 0% APR quasiment. Donc bon, c'est pas la science exacte, on va dire, les pools de liquidité concentrés, mais pour ceux qui sont à l'aise avec les pools de liquidité concentrés, pourquoi Momentum est toujours intéressant sur la blockchain Sui, malgré que la TVL explose. Donc, si la TVL explose, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de concurrence, en quelque sorte. Là, en l'espace de 2 mois à peu près, le protocole est passé de quelque chose comme 30 ou 50 millions de TVL à 146 millions de TVL, c'est un des protocoles les plus gros sur Sui déjà, et ce qui est fou, en fait, c'est les volumes. Là, sur un mois, il y a eu 6 milliards de dollars de volume. Alors croyez-moi, c'est pas organique du tout, ce type de volume. C'est pas organique, j'en suis sûr à 1 million de %, pour la simple et bonne raison que, en fait, quand on regarde comment les gens se positionnent pour farmer le protocole, il y a 2 manières de le faire, déposer des liquidités et faire du volume. Parce qu'on a un onglet classement où le volume est traqué, et forcément ça incite les gens à faire plus de volume. Et comment faire beaucoup de volume? En échangeant des stablecoins contre d'autres stablecoins, des Sui contre des Sui stakés pour limiter les frais en quelque sorte. Donc c'est cool pour les apporteurs de liquidités, ça permet d'avoir des rendements plus que sympathiques sur des pools de stables, sur des pools avec du Sui, même avec du BTC aussi, mais sachez que c'est quand même
pas très organique et il y a un moment où ça va probablement se calmer, c'est ce volume extrême du côté de Momentum. À mon avis, ça finira par baisser quand il y aura des annonces concrètes d'arrivée du token de Momentum. Peut-être un petit peu avant, sait-on jamais, peut-être qu'il y a des insiders aussi dans le top des baleines qui font du volume sur le protocole. C'est comme ça, la DeFi en 2025, on joue pas, c'est pas les mêmes règles qu'en 2021. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous l'avez forcément remarqué, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis même si vous êtes là depuis 1 an, 2 ans, je trouve que ça change encore régulièrement en ce moment. On enchaîne avec Pendle. J'aurais pu le mettre après Nemo, bon, c'est pas grave. Pendle, c'est toujours sympathique de jeter un œil dessus, ça permet aussi d'avoir un indicateur, je trouve, de ce que c'est un bon rendement sur la DeFi. Suffit de mettre les stablecoins et de trier les principales tokens et de voir les meilleurs rendements fixes qu'on a actuellement. Alors j'ai déjà fait tout un tutoriel complet sur Pendle pour expliquer pourquoi il y a du rendement fixe, etc. Si jamais vous avez envie de creuser, vous avez la vidéo. Je sais pas si je vais penser à la mettre dans la description, donc au cas où, je vais quand même vous la mettre sous les yeux. C'est sur la chaîne principale AZK Crypto tout court, et si vous descendez dans les vidéos, vous allez retrouver pas mal de choses, notamment le guide complet sur Pendle. Donc je reviens vite fait sur Pendle, parce que bien souvent, en fait, je regarde les principales tokens. Le souci des principales tokens sur Pendle, c'est que les plus croustillants, ceux qui ont les meilleurs rendements, ça va très souvent être sur des stablecoins qui sont récents, ou qui sont plus ou moins risqués, ça va pas souvent être sur de l'USDC déposé sur AAV. Alors il y en a des marchés USDC, AAV et compagnie, mais en général on va les retrouver vers le bas. Voilà, on a le AUSDC sur Sonic, le principal token, il est quand même à 10%. C'est pas mauvais du tout pour du AAV, mais bon, on voit que j'ai dû descendre quand même un petit peu pour le trouver. Au-dessus, on va retrouver des stablecoins plus risqués, donc bon, ça, libre à chacun de faire ses recherches, de s'exposer ou pas, on s'en fout, mais je regarde trop souvent les principales tokens, il y a aussi les pools de liquidité qui sont intéressantes. Alors pourquoi? Je vais quand même vous donner un petit peu le contexte. Pourquoi de base je regardais pas les pools de liquidité? Eh bien parce que ce qui est embêtant sur les pools de liquidité, c'est que souvent, quand il y a un marché qui vient d'être listé, qui a pas beaucoup de TVL encore, le gros du rendement du LP, ça va être les tokens Pendle. C'est pas une si mauvaise chose. En soi, je suis ok d'être payé en token Pendle, mais le souci c'est que souvent il y a un boost en fait. On gagne pas le maximum de ce qu'on peut gagner sur les pools de liquidité. Il faut staker des tokens Pendle pour booster son rendement. Alors c'est pas un si gros problème que ça, parce que je peux passer par Equilibria, par PenPy, ce genre de protocoles qui sont par-dessus Pendle et qui ont plein de tokens Pendle bloqués et qui permettent aux utilisateurs du coup d'augmenter leur rendement sur les LP. C'est assez commun ce genre de protocole, on en a pour Balancer, on en a pour Curve, il y en a aussi sur Pendle. Mais bon, du coup ça demande de faire confiance à un protocole en plus et je dis pas ça pour leur tirer dessus, mais PenPy s'est déjà fait hacker. Bon, si je peux limiter un risque, c'est quand même cool, et parfois, du coup, sur certains marchés du côté de Pendle, eh ben, les pools de liquidité donnent un rendement plus sympathique que le principal token, sans pour autant qu'on soit payé essentiellement en token Pendle. Actuellement, sur le SUSDF, alors c'est sur Ethereum, mais je prends juste un exemple, on a 14% sur le principal token, ce qui est plutôt pas mal hein, pour du stablecoin, mais sur le LP, eh ben on a 15%, sans compter le boost en token Pendle. C'est pas non plus beaucoup plus que le principal token, mais vous voyez qu'on peut avoir des choses plus sympathiques. Comment ça se fait que le rendement est plus élevé ici? Ben, on est payé un petit peu en token Pendle, et surtout, la pool de liquidité, elle va être composée de principal token, donc forcément bah, ça génère du yield, et aussi bah, du token du sous-jacent du marché. Et ici c'est le SUSDF, et c'est un stablecoin qui nativement va générer du rendement, et en ce moment il est plutôt pas mal. Donc comme on en retrouve dans la pool de liquidité, on va générer du rendement. Et autre avantage par rapport au principal token, et ben ici on génère des points. Bon, les points ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est comme pour Hyperbit au début, c'est la cerise sur le gâteau, ça peut être un petit bonus, dans certains cas ça peut être un bonus modéré, voire même un très bon bonus. Mais en général, faut pas trop avoir d'attente sur ce genre de points. Je vois qu'au-dessus, on a le marché sur le YoUSD du côté de Base. J'ai mis ce protocole un petit peu plus loin dans la vidéo, j'avais pas fait attention qu'il y avait un marché sur Pendle, et a priori, bah là on a un cas où le LP est plus intéressant que le principal token. Le principal token donne 9% d'intérêt, et le LP, si on exclut le boost de Pendle, attendez, vous voyez pas, il y a ma grosse tête devant, l'APY c'est 14%, parce que ici aussi on a un stablecoin en natif qui va générer du rendement. Donc c'est plutôt intéressant aussi de regarder les LP de temps en temps, et si vous avez un rendement similaire en fait entre le principal token et le LP, parfois ça peut valoir
valoir le coup quand même de se positionner sur le LP, tout simplement pour farmer les points supplémentaires. Mais évidemment, il n'y a pas de science exacte. Parfois, le principal token est mieux, parfois le LP token est mieux, parfois on peut même avoir un des deux qui va donner un rendement plus faible, mais qui va plus nous convenir pour une raison X ou Y. Et j'ai pas parlé des yield tokens. Les yield tokens, c'est très spéculatif, c'est parier sur le yield et sur l'évolution du yield, donc du rendement en bon français d'un stablecoin ou d'un stablecoin déposé sur un protocole. Parfois, il y a des coups à jouer, je crois que j'en ai mis un de côté. Ouais, j'en ai mis un de côté sur Spectra, sur la blockchain Arbitrum. Ça arrive que des fois on ait des sortes d'arbitrage à jouer sur les yield tokens, mais c'est pas sans risque. J'avais joué justement un yield token il y a pas si longtemps sur mon portefeuille, c'était sur Pendle pour le coup, c'était sur le GUSDC, sur Arbitrum aussi, et c'était le même cas de figure. Là le cas de figure intéressant que j'ai trouvé, c'est sur Spectra, on a l'USDX, donc le stablecoin du protocole qui s'appelle USDX, hein, c'est le même nom, et actuellement on voit sur ce graphique qu'il y a deux courbes. La courbe verte, ça s'appelle le Implied APY, c'est en quelque sorte le rendement auquel je vais acheter mon yield token. Donc actuellement c'est 8,5%. Et en violet ou bleu, ça dépend, est-ce que je suis daltonien, est-ce que vous l'êtes, bon peu importe, l'autre courbe, celle qui bouge un peu plus, on voit qu'actuellement elle est à 12%. Et ça s'appelle le Base APY, alors pas par rapport à la blockchain, mais c'est juste le rendement de base, le rendement du coup du sous-jacent. Ici le sous-jacent c'est le SUSDX, la version stakée de ce stablecoin. Donc on a un stablecoin qui rapporte 12% d'intérêt actuellement, mais je peux m'y exposer à une valeur de 8% d'intérêt. Donc en fait, si j'achète des yield tokens à 8% et que je les garde jusqu'à la date de maturation, donc ici on voit que c'est quand même le 30 décembre, hein, c'est dans un petit moment, mais admettons jusqu'au 30 décembre, l'USDX, son rendement, enfin le SUSDX, pardon, son rendement reste autour de 12%, c'est un très bon arbitrage à venir chercher. Ça m'était arrivé du coup, j'avais donné l'exemple brièvement avec le GUSDC sur Pendle, c'était le même cas de figure. On avait le Base APY qui était monté au-dessus, donc un arbitrage à jouer, sauf que le Base APY est redescendu en dessous de l'APY auquel je me suis exposé. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est comme si je m'étais exposé à 10% d'intérêt et que le rendement du GUSDC était tombé à 5%. Bah, si je me suis exposé à 10% d'intérêt, ça veut dire que si le token me donne moins de 10%, je suis perdant. Si le token me donne plus de 10% d'intérêt, je suis gagnant. Alors on peut aussi spéculer à court terme parce que le yield token a un prix et s'il y a beaucoup de demandes sur un yield token, ça peut bouger son prix. Enfin, le yield token du coup sur l'USDX est jouable pour l'instant, on est quand même dans une condition favorable, mais à tout moment le rendement peut s'inverser. Est-ce que le marché va rester bullish les prochains mois? Est-ce que là c'est pas une anomalie que l'USDX soit à 12%? C'est plein de questions à prendre en compte en fait. Du coup, spéculer sur les yield tokens, c'est de la spéculation, donc forcément c'est beaucoup plus risqué, mais évidemment ça peut donner parfois des rendements plus élevés. Mais ça peut aussi vous faire perdre des sous. J'ai quand même eu un exemple récemment sur la chaîne YouTube, j'en ai parlé d'ailleurs, je sais plus dans quel épisode du journal DeFi, mais pour ceux qui suivent l'aventure, vous avez probablement vu passer ça, voilà, j'en avais parlé, j'ai eu une stratégie perdante de ce côté-là. Donc c'est pas une science exacte du tout, les yield tokens, c'est très spéculatif, mais parfois on peut quand même identifier des cas intéressants. Ça veut pas dire que ça va se passer comme vous le voulez, mais ça peut être à surveiller. Sinon, un cas un petit peu plus concret et pas sur un yield token, du coup pas un cas très spéculatif, c'est la pool de liquidité du côté de Spectra, toujours sur la blockchain Base cette fois-ci. Alors c'est un petit peu chiant, on va dire, un dossier exposé très clairement, c'est la pool du côté de Balancer avec le stablecoin Go et le stablecoin USR. En fait, si on va sur Balancer, on peut déposer dans cette pool de liquidité, on va obtenir un LP token, et ben ce LP token, si on va le déposer à son tour sur Spectra, on peut venir chercher actuellement 17% d'intérêt annualisé. C'est pas mal, mais ça fait quand même s'exposer à beaucoup de protocoles, beaucoup de stablecoins. C'est pas la stratégie avec le moins de risque. Je trouve que pour le rendement, on peut aller chercher des trucs qui ont moins de risques, qui vont être exposés à moins de protocoles. Typiquement ce que j'ai vu tout à l'heure du côté de Nemo avec l'USDT ou l'USDC sur le protocole Scallop. C'est un peu plus intéressant. Et je viens de me rendre compte que là, pendant que j'enregistrais la vidéo, il y a 200 000 $ qui ont été déposés sur Nemo, sur le marché autour de l'USDT. Donc les rendements viennent de s'équilibrer pendant que j'enregistre la vidéo. Comme quoi, ça bouge très vite sur la DeFi. Allez, on enchaîne, on revient sur Hyperliquid. On va faire une petite page
prêt et emprunt, parce que moi j'aime beaucoup le lending, c'est pas là qu'on va toujours retrouver les meilleures stratégies, mais bon, pour ceux qui ont des liquidités de côté en ce moment sur Hyperliquid, sur HyperEVM plutôt, pourquoi pas. Sur HyperFi, on a un rendement sympathique sur l'USDE d'Ethena, 9,76%. En plus de ça, on a les points du protocole. Comme d'habitude, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours là. On retrouve éventuellement aussi l'USDHL. Donc c'est un stablecoin sur Hyperliquid qui, il me semble, va générer du rendement grâce au bond du trésor américain. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que le stablecoin va chercher du rendement comme ça. Et actuellement, on le voit à 20% d'intérêt sur HyperFi. C'est pas mal pour du simple lending. Ensuite, du côté de Forty Acres, un protocole que j'aime bien, que ce soit sur Base, sur Optimism ou sur Avalanche depuis quelques temps, on a un rendement sympathique. Alors sur Base, on est autour de 11%, sur Optimism autour de 13% et sur Avalanche autour de 18%. C'est très volatile. Sur Avalanche, il n'y a pas si longtemps, il était à 30%, il est descendu à 15%, il est remonté à 30%, là il est redescendu à 18%, donc c'est quand même très volatile. Ce serait bien pour le coup. Là, il nous affiche un APR, j'imagine, exprimé sur les 24 dernières heures. Ce serait bien d'avoir une moyenne sur 7 jours ou une moyenne sur 30 jours du côté de ce protocole. Voilà, j'avais critiqué Liminal qui mettait qu'une moyenne sur 30 jours. Bah, ce serait bien, du coup, d'avoir une moyenne différente sur Forty Acres. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un petit filtre ici sur Liminal. On peut mettre sur 7 jours a priori et sur 90 jours. Ouais, mais ça change pas les valeurs en dessous. Donc bon, ça change pas ce que je dis du coup. C'est dommage d'avoir que l'expression du rendement sur 30 jours, surtout dans un cas où le token n'est pas listé depuis 30 jours. Bref, on revient sur le lending. On a Silo Finance aussi, il y a des marchés plutôt sympathiques, que ce soit sur Avalanche, sur Arbitrum, sur Sonic, on peut venir chercher plus de 10% sur l'USDC. Alors attention, parce que certes, il y a du rendement pur en USDC, puisque c'est du prêt et de l'emprunt, donc il y a des gens qui vont emprunter, mais il y a aussi pas mal d'intérêts bonus par-ci par-là. Sur Avalanche, par exemple, il y a 7% d'intérêt pur en USDC, plus 3,5% en token AVAX, plus 2% et des poussières en token Cielo vesté. Donc des tokens qu'on peut pas récupérer tout de suite, ou alors on en récupère que la moitié tout de suite. Donc bon, à prendre avec des pincettes quand même les intérêts en X Silo, mais sinon je trouve que c'est plutôt pas mal honnêtement, plus de 10% pour du lending, ça se prend. Il y a éventuellement aussi un rendement sympathique sur du lending de token AVAX, peut-être ouais même du BTC sur la blockchain Avalanche, donc c'est sympa. Côté emprunt, il me semble qu'il y a des trucs cool. J'avais mis un autre onglet Silo de côté. Il y a des boucles sympathiques à faire, mais ça, les boucles, j'aime pas trop en faire. Je suis pas un grand fan. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des boucles. En ce moment, il y a des choses à faire sur Silo Finance, notamment la boucle autour du SAV USD d'Avent Protocol. On peut emprunter en fait, on peut déposer le SAV USD en collatéral, qui rapporte 14% d'intérêt, emprunter de l'USDC à 10%, le convertir en SAV USD, le redéposer. Voilà, il y a une boucle assez vertueuse à faire de ce côté-là. Si vous cherchez bien, il y a des boucles à faire sur d'autres stablecoins ou des LST, donc des tokens de liquid staking. Voilà, pour ceux qui aiment bien les boucles, jetez un coup d'œil du côté de Silo, il y a des trucs à faire, mais c'est pas... Honnêtement, il y a de plus en plus d'entités institutionnelles ou à portée institutionnelle qui font ce genre de boucles et qui vont les identifier très tôt. Donc je trouve que c'est devenu de moins en moins intéressant de faire des boucles de prêt et d'emprunt. C'est pour ça que j'en fais pas souvent sur le portefeuille. Sinon, pour emprunter tout court, pas nécessairement pour faire des boucles, en ce moment, du côté de Morpho, sur Unichain, on a des rendements très sympathiques parce qu'ils sont très très faibles. En ce moment, quand on va emprunter sur du AAV et on emprunte des stablecoins à quoi 5, 6, 8% d'intérêt, peut-être même un peu plus parfois, et ben là, sur Unichain, on peut mettre de l'Ether en collatéral, par exemple, et emprunter de l'USDC à 1%. Alors en réalité, on l'emprunte à 3,6%, mais on est payé un petit peu en USDC, pas dans un shitcoin ou quoi, on est payé en USDC à 2,5% pour emprunter. Donc, en quelque sorte, on emprunte à 1%. Encore mieux, on peut déposer de l'Ether staké en collatéral et emprunter de l'USDC, pourquoi pas, et être légèrement payé à emprunter. Là, c'est la même chose, on a un taux d'emprunt à 5%, mais on est payé en USDC par-dessus. Sinon, sans intérêt bonus, on peut mettre de l'Ether staké en collatéral et emprunter de l'USDT 0 à la place, voire même mettre de l'Ether tout court en collatéral et emprunter de l'USDT 0 ou du WBTC, et là on a des taux d'emprunt qui sont à moins de 1%.
Pour l'instant, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup d'emprunts. Peut-être que ma vidéo va donner envie à beaucoup de baleines de se réveiller, d'aller emprunter. J'espère pas, d'un côté, parce que j'espère pas avoir autant de portée dans la DeFi au point de faire bouger des marchés quand même qui ont plusieurs millions. Si c'est des petits marchés, bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais des marchés à plusieurs millions, pour le coup, j'espère pas que j'ai le pouvoir de faire bouger ce genre de choses. Et c'est pas parce que je montre quelque chose dans cette vidéo qu'il faut absolument le faire sur la DeFi. C'est pour vous donner des idées, c'est pour vous parler aussi de certains protocoles, certaines choses qui sont intéressantes. Bref, pour emprunter du coup Unichain, c'est très sympathique, on peut bridger facilement sur Unichain via Jumper, si jamais vous avez de l'Ether ou du Wrap BTC. Ça peut être intéressant du coup de regarder ce qu'il y a à faire sur Morpho, et en plus, on a 86% de LTV, donc ça veut dire qu'on peut être quand même plutôt large sur son emprunt du côté de Morpho. Ensuite sur Polygon, je l'avais plus mis de côté par rapport à un wallet d'épargne, si jamais il y en a qui font des wallets d'épargne. En ce moment on peut déposer, ça fait même quelques temps déjà qu'on peut déposer de l'USDC et de l'USDT sur Morpho, sur Polygon, et on a 8% d'intérêt annualisé. C'est pas un rendement de fou furieux, mais pour une épargne je trouve que c'est pas dégueu. Alors on va être payé en partie en rendement natif, dans le stablecoin, parce qu'il y a des gens qui empruntent, mais aussi en bonne partie en token compound. Que ce soit sur l'USDT ou l'USDC, il y a quand même une bonne partie en token compound. Ensuite, toujours sur Morpho, sur la blockchain Plume, alors je connais pas le PUSD, a priori c'est le stablecoin du coin, le stablecoin de l'écosystème, donc faites vos recherches de votre côté, je suis pas exposé au PUSD, mais j'ai vu que c'était plutôt sympathique les rendements autour de ce stablecoin sur Morpho. On est payé à 20% d'intérêt. Alors c'est essentiellement, même quasiment payé que en token Plume, parce qu'il y a des intérêts bonus pour faire venir un petit peu les gens sur leur écosystème. Ça marche un peu, il y a quand même, il y a 2 Vault qui sont incentivés, qui reçoivent des tokens Plume. Il y a quand même 35 millions de TVL sur les 2 Vault, c'est pas mal. Après j'ai fait un tour déjà de la DeFi sur Plume, et on fait vite le tour en fait, il n'y a pas grand chose, c'est pas foufou, mais là sur Morpho, 20% d'intérêt en token Plume, ça se prend sur du stablecoin. À voir quand même comment fonctionne le PUSD, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier le mécanisme, s'il y a une rédemption possible sur ce stablecoin, si on peut le swapper facilement contre de l'USDC par exemple, donc faites vos recherches de votre côté si ça vous intéresse, si vous êtes un petit peu sur Plume. Sur Lisk aussi, la blockchain Lisk, on a toujours un rendement sympathique sur l'USDT 0, voilà, c'est payé essentiellement en token LSK, donc le token de l'écosystème. Il n'y a pas tant de TVL, là il n'y a que 1 million de déposés, mais 19% d'intérêt, pour du lending du USDT, c'est quand même pas mal. Avouez que ça donne quand même un petit peu envie. Il y a encore moins de liquidité sur l'USDC, mais il y a aussi un Volt éventuellement sur l'USDC bridgé. Et sur Ether, on est à 7%, donc c'est encore plus faible comme rendement, mais bon, c'est sur Ethereum. En général, les rendements sur Ether sont plus faibles que sur les stablecoins. Cette fois-ci, on retourne sur Avalanche. Je vais vous parler de Balancer, parce que sur Balancer, il y a des pools de liquidité sympathiques. Alors, le souci, il y a 2 soucis on va dire sur les pools de liquidité du côté de Balancer. Donc le premier c'est que souvent on va retrouver plein de stablecoins et parfois c'est des stablecoins plus ou moins risqués. Le même souci qu'on retrouve sur Pendle, vous voyez, sur Pendle c'est des stablecoins un petit peu récents, un petit peu plus fancy. Là c'est pareil sur Balancer, on va retrouver le SAVUSD de Avent Protocol. Alors même si j'aime beaucoup Avent Protocol, j'irai pas m'exposer exclusivement qu'à leur stablecoin, je préfère quand même garder une exposition à d'autres stables, mais voilà, il y a des poules à creuser, et l'autre petit bémol c'est qu'ils vont chercher du rendement absolument partout du côté de Balancer, et parfois on a certaines poules de liquidité sur lesquelles je vois des intérêts bonus sur Merkle, et je me demande si c'est pas des points ou quoi que ce soit qui sont exprimés en APY. Donc attention quand c'est des points qui sont exprimés, mais bon, même si on met de côté sur cette pool SAV, USD, USDT, si on met de côté les rendements de Merkle, on a quand même 15-16% APR, c'est pas mal sur du stablecoin. Après faut quand même avoir envie d'aller sur Avalanche, mais ça se bridge bien des stablecoins sur Avalanche. On a le bridge de Circle qui fonctionne très bien, donc en ce moment je regarde ce qui se passe sur Avalanche. Mine de rien, il y a des petits protocoles qui apparaissent par-ci par-là, et ça pique un petit peu ma curiosité. On va parler brièvement de Yield Finance et de Stream. Alors j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, un format enquête. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, le format enquête sortira en avance, il sortira juste après ce Quadbo sur la DeFi pour ceux qui soutiennent la chaîne, pour ceux qui sont membres. Ça faisait un petit moment en plus que je vous avais pas mis de vidéo en avance, donc je m'excuse parce que vous soutenez la chaîne, et en contrepartie j'essaye de vous mettre les vidéos un petit peu en avance, et c'est vrai que ces temps-ci j'ai pas eu de format très spéciaux, j'ai pas spécialement eu beaucoup de temps, donc
Je me rattrape, voilà, l'enquête sortira en avant-première pour les membres de la chaîne. Merci d'ailleurs à ceux qui soutiennent la chaîne, hein, c'est pas grand chose, c'est 1 euro, 2 euros par mois, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Bref, Yield Finance, il y a toujours un rendement sympathique sur leur stablecoin, Stream c'est pareil, mais il y a des choses à dire sur les protocoles, donc je les passe très brièvement pour ce Quadbo sur la DeFi, je m'en sers surtout pour vous teaser l'enquête qui arrive sur ces deux protocoles. Il y a des choses intéressantes à dire. Mais ces protocoles-là, ils fonctionnent d'une manière assez particulière, c'est qu'ils vont utiliser des stablecoins et les faire travailler sur la DeFi. En allant s'exposer à Yield Finance, c'est un petit peu comme si vous allez vous exposer à quelqu'un qui va faire du farming, sauf que ils ont des stratégies qui sont plus ou moins automatisées, ils sont assez transparents aussi d'ailleurs, on peut voir un petit peu où ils ont leur liquidité, donc est-ce qu'il y a des problèmes? Ça, je vous en dis pas plus, ce sera dans l'enquête. Mais on a d'autres protocoles qui vont aussi chercher du rendement, qui sont aussi transparents ou moins transparents, ça dépend. On a Avent Protocol, hein, que j'ai cité déjà plusieurs fois dans la vidéo, qui ont le AVUSD et la version stakée, le SAVUSD. Eux, ils sont un peu moins transparents. Bon, ils font des audits régulièrement où on peut voir un petit peu ce qu'ils ont comme liquidité, mais essentiellement, on va voir quels assets ils ont et sur quels écosystèmes c'est. On va pas avoir tous les détails. Alors que du côté de Yield Finance et de Stream, on peut carrément avoir les adresses et vérifier sur Debunk, on peut vraiment tout voir. Donc Avent, ils sont un petit peu plus opaques. C'est pas si horrible que ça qu'ils soient un peu plus opaques, je trouve. En tout cas, j'aime bien le protocole, mais évidemment, en déposant vos liquidités sur Avent, en les laissant aller chercher du yield pour vous, bon bah forcément, vous allez ajouter quelques risques. En tout cas, le protocole est sympathique, mais c'est essentiellement sur Avalanche, ça peut freiner un petit peu, ça, le fait que ce soit sur cet écosystème, mais bon, la DeFi se réveille sur Avalanche, j'ai l'impression, donc moi ça me dérange pas particulièrement, c'est facile de bridger là-bas. On a Main Street aussi, alors ça pour le coup, je l'ai juste découvert, il y a très peu de liquidité, hein. Actuellement il n'y a même pas 500 000 $ de liquidité, il y a 24% d'intérêt sur leur stablecoin, je sais pas exactement comment ils vont chercher du rendement, d'après ce qu'ils disent sur leur site, c'est de l'arbitrage d'options, eux ils sont sur la blockchain Sonic, et je me le suis surtout mis de côté pour pouvoir, pour y penser, pour potentiellement en faire une DeFi review sur la chaîne principale. Donc voilà, à creuser, pour l'instant je vous en dis pas plus sur le protocole, à creuser pour ceux qui sont curieux, qui auront envie d'aller voir, et qui ont éventuellement aussi des liquidités sur Sonic, parce qu'il me semble que c'est que sur cet écosystème pour l'instant. Ensuite, sur la blockchain Base, on a le protocole Yo. C'est vraiment 2 lettres, hein, très très simple, Yo. Ils ont plusieurs produits, on a le Yo ETH, le Yo BTC et le Yo USD. Bon, celui qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est évidemment le Yo USD, comme je parle pas mal de stablecoin dans cette vidéo. Il a un rendement de 11%, et là encore c'est très transparent, on peut voir toutes les stratégies qui sont utilisées, le pourcentage d'allocation à chaque stratégie. Il y en a sur plusieurs écosystèmes, hein, sur Base, sur Ethereum. Je trouve que c'est plutôt ok au niveau des stratégies qui sont utilisées. Ce que j'aime bien aussi, c'est que on peut cliquer sur n'importe quelle stratégie et ça nous emmène directement sur le protocole. Ça c'est plutôt pas mal. On peut aussi limite s'en servir pour avoir un petit peu d'inspiration, pour voir un petit peu comment le protocole va chercher du rendement, et comme quoi on peut montrer publiquement ce qu'on fait sur la DeFi sans pour autant que ça nous dilue de trop ou que les gens ne viennent pas chez nous parce que s'ils voient ce qu'on fait, ils peuvent très bien le répliquer. Non, les gens ils vont pas forcément s'embêter à répliquer toutes vos stratégies, les mettre à jour aussi souvent que vous. C'est pratique ce genre de protocole, on est d'accord, parce que ça demande du temps, de l'investissement. Je sais de quoi je parle, évidemment, vu que je fais ça depuis quelques années. C'est vrai que ça bouffe beaucoup de temps de chercher du rendement sur des stablecoins, donc c'est logique que ce genre de protocole apparaisse de plus en plus. En tout cas, pour le moment, j'ai pas encore déposé de liquidité sur Yo, mais j'ai découvert le protocole, ça a l'air plutôt sympathique. Par-dessus ça, on a le famoso système à points. Ça vaut ce que ça vaut comme d'habitude. Yo d'ailleurs, ils utilisent un protocole qui s'appelle Tokemak pour générer du rendement. C'est pas hyper récent hein, comme protocole, ça fait un petit moment que ça existe. Je suis quasiment sûr de l'avoir déjà vu au cycle de 2021 ce protocole, ou peut-être un petit peu plus tard, peut-être sur 2022. Et on va retrouver la même chose en fait que sur Yo. On va retrouver des stratégies automatisées qui vont aller s'exposer à plusieurs protocoles, et là encore, c'est assez transparent. On voit où ils vont déposer leur liquidité. Donc sur le Base USD, on voit qu'il y a 14% d'intérêt. Alors il triche un petit peu, il triche un petit peu, c'est pas vraiment de la triche hein, pour les utilisateurs, c'est plutôt cool, mais il donne en fait des tokens toqués, donc le token du protocole, aux utilisateurs. Donc ils vont chercher 10% de rendement, plus 4% et des poussières dans le token du protocole, c'est pas mal, et on voit en dessous qu'ils sont sur Balancer, sur Fluid, sur Morpho, etc.
Donc c'est cool, ils sont transparents, c'est très bien, on n'a pas non plus un rendement de fou furieux, on est autour de 10-14% d'intérêt annualisé, mais c'est quand même sympathique pour se diversifier. On a éventuellement USDX, le protocole dont j'ai parlé un petit peu plus tôt par rapport à Spectra. Ce qui est étonnant d'ailleurs sur Spectra, c'est qu'il me dit que le protocole est à 12%, enfin actuellement le SUSDX est à 12% d'intérêt annualisé, c'est ce qu'on voit sur la courbe du côté de Spectra, mais quand je vais sur le site, il me dit 9%. Mais a priori, c'est pas tout à fait mis à jour puisque ça date du 17 juillet 2025, ce qui est affiché sur le site. Peut-être que Spectra arrive à avoir des updates plus souvent, peut-être qu'ils sont plugués directement sur l'API du site et ça permet d'avoir une mise à jour plus régulière de l'API grecque, j'en sais rien. En tout cas, sur l'USDX, on peut aussi bêtement s'exposer au stablecoin, aller générer du rendement comme ça. Le défaut de l'USDX, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme de rédemption pour l'instant, donc quand on va venir convertir des USDT en USDX, on peut le faire dans un sens, on peut aussi le faire dans l'autre sens, mais c'est pas vraiment grâce à un mécanisme de rédemption, c'est plus grâce à un mécanisme de liquidité sur des pools. Donc ça veut dire que si les liquidités s'assèchent, s'il y a de la demande pour sortir du protocole, ça peut être un petit peu embêtant pour que l'USDX tienne bien son peg. Je feuille pas le protocole, hein. Je crois qu'actuellement je suis encore exposé à l'USDX sur mon portefeuille, mais c'est important de savoir ça quand on s'expose à un stablecoin, de savoir où peuvent être les risques. Mais même s'il risque un dépeg, je pense que ce serait probablement un dépeg à court terme sur une annonce d'un airdrop ou quoi que ce soit, parce que il y a un système à points sur le protocole, ils ont pas encore leur token de gouvernance, blablabla. C'était arrivé sur Anzen Finance par exemple, sur la blockchain base, dès qu'ils ont annoncé leur airdrop et tout, il y a eu une baisse des liquidités sur le protocole, sauf que il n'y avait pas de mécanisme de rédemption, donc les gens devaient vendre leur stablecoin pour sortir du protocole. Forcément, il y a eu des dépegs à partir de là, mais bon. L'USDZ, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un cas un petit peu plus à part, un petit peu plus compliqué, il est très curieux le cas USDZ. Ensuite, on a Kinetic sur la blockchain Flare. J'en avais parlé il y a quelques temps de Kinetic, parce qu'on peut déposer des USDT 0 par exemple, ou des USDC avec plus de 20% d'intérêt annualisé. Ah, ça donne envie, c'est quand même sympathique. Alors sur l'USDC, c'est pas mal, parce qu'on a 11% de rendement en USDC, parce qu'il y a de l'emprunt, et 9% d'intérêt en token RFLR. Le token FLR, c'est le token Flare, le token de l'écosystème Flare, et le R devant, c'est parce que c'est la version vestée du token. Je crois on a un mécanisme où on peut soit attendre 6 mois ou 1 an pour récupérer tous les tokens qu'on farm, ou alors on peut annuler le vesting, récupérer tout de suite ses récompenses, mais on doit en brûler la moitié. C'est un système comme ça, donc si on veut récupérer tout de suite les intérêts qu'on farm, en fait il faut diviser par 2 le rendement en RFLR. Sur l'USDC, on serait plus autour de 16%, ce qui est pas mal hein, pour du lending, mais sur l'USDT 0, là c'est moins intéressant, parce que le gros du rendement c'est en RFLR. Et là, en fait, on passerait de 24% à 14% avec ma règle où on divise par 2 le rendement en token vesté. C'est pas inintéressant non plus, on reste à plus de 10% sur du lending, mais faut quand même bridger sur un écosystème un petit peu plus reculé. Ça fait quelques temps que ça dure. J'avais pris cet exemple avec l'USDT et l'USDC pour vous montrer que parfois on a des rendements qui ont l'air sympathiques sur le papier, mais il faut bien faire attention de voir dans quel token on est payé. Ici, bah, il y a quand même une petite entourloupe. Et en plus, c'est hyper chiant pour récupérer les tokens Flare. J'avais fait un test de mon côté. Faut passer par un protocole à part. Il faut bien sélectionner le bon protocole, celui sur lequel vous avez récupéré vos tokens R Flare. C'est une galère pour aller récupérer les tokens. Quand on sait où aller, quand on sait où chercher, c'est bon, ça se fait facilement, mais la première fois, c'est un petit peu chiant. Donc moi, ça m'a rebuté un petit peu d'aller déposer des liquidités là-bas, mais c'est vrai que pour du lending, c'est pas si mauvais. Et il me semble, je sais plus si c'est Yield Finance, Stream ou peut-être même les deux, mais il me semble qu'il y en a un des deux qui est exposé à Kinetic. Voilà, hein, comme quoi, il y a des protocoles qui ont des millions de dollars de TVL et qui vont aussi là-bas. Sur Merkle, j'avais vu des trucs plus ou moins sympathiques à faire sur Katana. Alors là, c'est pour aussi épingler un autre truc problématique, je trouve, sur la DeFi, c'est que là, on voit qu'il y a des pools avec des rendements sympathiques. Par exemple, la pool AUSD, USDC, elle donne 45% d'intérêt annualisé, sauf qu'en fait, on a des points qui sont estimés là-dedans. On voit que dans les récompenses journalières, on voit pas bien d'ailleurs parce qu'il y a ma tête devant, désolé, on a les tokens Katana, de l'écosystème Katana, parce que la blockchain existe, on peut aller l'utiliser, on peut aller déposer des liquidités, mais ils ont pas encore lancé leurs tokens. Et on peut en pré-farmer, on peut déjà en récupérer des tokens Katana, sauf qu'ils n'ont pas encore de valeur, ils sont pas encore lancés. Le protocole vient faire une estimation et vient estimer qu'en lancement, un token vaudrait 10 centimes, donc
en faisant cette estimation, on a un APR de 45%. Sauf que j'ai connu des protocoles sur la blockchain Astar, alors oui ça remonte, oui c'est un écosystème un petit peu niche, mais il y avait des protocoles qui se lançaient, on pouvait pré-farmer les tokens, et au final au listing c'était pas hyper intéressant. Il y a eu TimeSwap aussi qui avait fait un système comme ça de pré-farming, et c'était pas du tout intéressant. Peut-être que sur Katana ce sera très intéressant, que le token sera listé à 10 centimes et qui va pump même à 20 centimes, donc c'est comme si vous aviez farmé avec un rendement 2 fois plus élevé que ça, hein. Donc c'est dans ce scénario là c'est génial, mais si le token il se bouffe un moins 80%, hein, c'est ce qui peut arriver, alors oui, c'est un exemple qui est un petit peu plus, je tire un petit peu vers le négatif, certes, mais admettons que le token fasse même un moins 50%, bon, ça divise votre rendement par 2. Divisé par 2, ça reste quand même ok, hein, du 20% sur du stablecoin, mais voilà, j'aime pas trop avoir des estimations de valeur de token quand je farmais des choses sur la DeFi, c'est pas très tangible. Et en plus j'ai pris quand même un exemple assez qui fonctionne assez bien parce qu'il y a pas mal de récompenses distribuées, mais en dessous on a une pool USDT-USDC qui a autant de TVL mais qui reçoit moins de récompenses, et du coup là le rendement il est de 14%. C'est pas mal pour une pool de stablecoin, mais sachant qu'il y a des points dedans, enfin du pré-farming, ça donne un peu moins envie. Ensuite, sur Euler Finance, c'est toujours pas fini. Du côté de la blockchain Avalanche, on a des trucs plus ou moins sympathiques à faire. On peut déposer de l'EuroC par exemple. On a des intérêts bonus en token AVAX. Et en ce moment, il y a des zinzins qui viennent faire des boucles sur l'EuroC. Il y a des baleines qui ont dû déboucler très récemment parce que là, c'est emprunté à 100%. En général, ça reste pas emprunté à 100%. Donc, le rendement va diminuer sur Euler. Mais un abonné l'a partagé sur le Discord. Et depuis quelques temps, il est quand même au-dessus de 10% le rendement sur l'EuroC, donc c'est plutôt sympathique, c'est sur de l'euro pour une fois, ça change un petit peu. D'ailleurs, il y a un abonné, désolé, j'ai pas noté le pseudo, je me souviens plus de qui l'a mis, mais sur Discord, qui avait partagé une autre stratégie sur Polygon autour des stablecoins euros, je vais vous montrer ça. En tout cas, sur les autres tokens, sur Avalanche, on peut retrouver du SAV-USD, de l'USDT, du AUSD, on peut retrouver d'autres stablecoins avec des rendements plus ou moins sympathiques. Souvent on va avoir des intérêts bonus en token AVAX, et en ce moment ils charbonnent un petit peu, ils essayent d'incentiver, de donner envie, d'attirer les liquidités vers chez eux, et bah, pour moi ça marche. J'ai déposé des liquidités sur Avalanche, ça me convient bien, je trouve qu'il y a des trucs quand même cool à faire sur Avalanche. Évidemment, je suis pas sponsor ou quoi que ce soit par Avalanche, mais si j'étais sponsor, très clairement, je dirais la même chose et je serais juste payé pour être pour le dire, donc franchement, ça se négocie, hein, une sponsor Avalanche en ce moment. Pour le coup, c'est plutôt sympathique. Bon, j'irai pas shield le token, je vais pas vous cacher que, voilà, je farm avec des stables et je le dump pas tout de suite, parce que en ce moment, le marché est plutôt favorable à peut-être garder ses récompenses de farming, mais incessamment sous peu, tôt ou tard, il sera dumpé. Donc j'aime bien l'écosystème Avalanche, pas le token AVAX, ça m'inspire un petit peu moins. Du coup, je vous ai parlé de stratégie euro. Alors là, c'est très niche, on va se mettre uniquement sur la blockchain Polygon. Contrairement à Avalanche, qui est aussi une blockchain de 2021 et qui arrive encore à exister aujourd'hui, Polygon, je trouve qu'il sombre peu à peu dans l'oubli. Alors c'est eux qui sont derrière Katana, mais Katana, pour être honnête, hein, il n'y a pas tant de TVL que ça, c'est pas si incroyable que ça pour l'instant, il y a moins de TVL que sur Polygon, donc je crois même qu'il y a moins de TVL, si on regroupe Polygon et Katana, il me semble que c'est plus petit qu'Avalanche. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble, à vérifier sur DeFi Lama, et vous savez quoi, je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises. On a Avalanche à 2 milliards de TVL, Polygon à 1,1 milliard, et Katana, je sais même pas où c'est un peu plus bas, 200 millions de dollars. Donc ouais, si on additionne Polygon et Katana, allez, je vous rajoute même Polygon ZKEVM en cadeau, parce qu'il y a quasiment rien dessus, on est en dessous d'Avalanche. Donc force est de constater qu'Avalanche a mieux réussi à survivre que Polygon. Et Solana, n'en parlons même pas. Mais c'est même pas le sujet d'où je voulais en venir. Donc sur Polygon, ça existe encore, il y a toujours des protocoles, il y a des stablecoins euros, il y a assez peu de TVL en revanche, c'est le petit défaut, mais on a des rendements qui sont boostés du côté de, alors surtout Aura Finance, plutôt que Balancer. Aura, ça vient par-dessus Balancer, et en fait pourquoi c'est intéressant d'aller sur Aura en particulier pour s'exposer au pool de stablecoin euro, parce que le gros du rendement c'est payé en token Balancer, sauf que c'est le même principe que sur Pendle, il faut bloquer des tokens Balancer pour booster ses rendements, et j'ai pas de token Balancer, j'ai pas envie d'en bloquer, mais ça tombe bien, Aura Finance, ils ont des tokens Balancer, ils vont en bloquer un max, et du coup en allant sur le protocole on peut bénéficier de cet avantage pour aller farmer plus d'intérêt en token Balancer.
ça c'est plutôt cool. Évidemment ça a l'air magique dit comme ça, hein, mais ça coûte rien ou quoi que ce soit de venir farmer sur Aura, ou pareil pour Pendle et les protocoles qui viennent par-dessus. Ensuite on revient encore une énième fois sur du lending, on a Takara Lend sur la blockchain Sei, ça aussi ça a été partagé sur Discord, et j'en avais parlé, je crois que j'étais tombé par hasard sur le protocole pendant un live. En tout cas on a un rendement sympathique sur l'USDC, on est payé à 3% en USDC plus 12% bonus en token Sei, il y a encore des intérêts bonus en token Sei par-ci par-là, c'est quand même moins agressif qu'il y a quelques mois. En début d'année, Sei, ils étaient vachement agressifs, il y avait des rendements très croustillants, hein. On était sur du rendement à 3 chiffres au début, hein, de la DeFi sur Sei. Bon, là, 15% sur l'USDC, c'est ok. On a 17% sur l'USDT, mais ce qui est embêtant, c'est que c'est uniquement avec le wallet de BitGet. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut utiliser le wallet de BitGet pour avoir les intérêts bonus en token Sei. C'est chiant, mais ça se fait de plus en plus malheureusement sur la DeFi. Sur la blockchain Aptos, du côté du protocole Aries, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas mis de côté, on a des intérêts bonus quand on vient utiliser le wallet d'OKX. Je crois qu'on a des intérêts bonus sur la blockchain Sei aussi avec le wallet de Binance sur le protocole Yay Finance, donc ça se fait de plus en plus, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est du marketing. Ensuite, on a Echelon sur Aptos qui donne des rendements plutôt sympathiques. On a l'USDE d'Ethena qui nous donne 16% d'intérêt annualisé. On est payé en partie par le rendement natif de l'USDE plus des tokens Aptos, donc c'est plutôt pas mal. On a aussi du 10% sur l'USDC, même un petit peu plus, on a 11 actuellement. Et on peut même déposer parfois des tokens de pool de liquidité d'autres protocoles et avoir des rendements boostés sur Echelon. Je crois que c'est les pools de quel protocole? Ça doit être les pools de Tala, je crois. On peut les déposer sur Echelon et avoir du rendement en token Aptos supplémentaire. Donc ça donne 14% sur du stablecoin. C'est pas incroyable, c'est pas le mieux qu'on a vu dans la vidéo, mais encore une fois, dans une idée de répartition, de diversification, ça reste quand même des rendements qui sont plutôt sympathiques. Sur HyperEVM, toujours, on a Felix, et sur Felix, on peut retrouver un marché qui s'appelle Vanilla. En fait, ça va utiliser Morpho directement, et on peut déposer de l'USDT 0 à 7% d'intérêt, de l'USDE à 11% d'intérêt, de l'USDHL à 15% d'intérêt. Comme d'habitude, c'est très volatile, un coup ça peut être plus bas, un coup ça peut être plus haut, ça bouge pas mal, mais c'est pas mauvais, encore une fois pour du lending, et ça fait un petit peu d'activité sur HyperEVM pour ceux qui aiment bien l'écosystème. Voilà, je viens de me rendre compte qu'on est arrivé au bout, c'est à peu près tout ce que j'ai mis de côté sur la DeFi, alors bien évidemment j'ai probablement raté quelques protocoles, et là je me suis consacré surtout à tout ce qui était stablecoin. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir dans un prochain format similaire, je sais pas, du rendement sur l'Ether, sur du BTC ou autre, dites-le en commentaire. Je vous promets pas de le faire, mais ça peut toujours me donner des idées, m'orienter un petit peu, donc c'est bénef et ça fait du référencement. Donc vous avez tout intérêt à commenter, ça me fait plaisir. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!